Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Brouillon. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un avec qui j'avais envie de parler depuis très très longtemps, donc je suis très content que tu aies accepté, merci beaucoup. C'est un plaisir. Quelqu'un qui est dans le rap belge depuis plus de 10 ans, 15 ans. C'est une super intro en tout cas. Je fais une super intro. 15 ans, c'est bien. Ouais, 15 ans. Ouais, 15 ans, on va dire ça. Martin Vachéry, est-ce que je prononce bien? Martin Vachéry, ouais. Vachéry, ouais. ok, d'accord, ça va, on va bien prononcer comme ça. Ouais. L'intro est magnifique, mais c'est à l'image de cette émission qui s'appelle Brouillon, je vous le rappelle. On est dans le thème, ouais, tout à fait. Exactement, le concept de Brouillon, j'ai plusieurs thèmes à te proposer. Ouais. Et tu vas pouvoir choisir lesquels on utilise au moment où tu en as envie, quoi. Okay. En gros, c'est ça. Tu vas choisir l'ordre, etc. Est-ce que dans les thèmes, il y a l'absence de climatisation ou pas? Parce que je suis très chaud. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler, si vous voyez des gouttes de sueur sur nos fronts, c'est pas parce qu'on stresse, même si je suis en sueur devant toi. Non, en vrai, on a chaud. Il fait très chaud, il fait 45 degrés. Donc c'est une horreur. Mais on va s'en sortir. Il est possible que je transpire, sachez. Pourtant, mes questions sont assez chill. Non, en vrai, t'inquiète pas. On parle vraiment de chaleur corporelle, hein, on est vraiment là-dedans. J'ai proposé les différents thèmes, mais je vais d'abord te poser une question que je pose assez souvent dans ce podcast. C'est quoi le dernier son que tu as liké? Le dernier son que j'ai liké, je vais regarder, ouais. si tu permets, bien sûr. Bien sûr. Alors, le dernier son que j'ai liké, je vais aller regarder ça tout de suite. Alors, en ce moment, déjà, j'écoute pas mal de podcasts, donc c'est moins intéressant. Le dernier son que j'ai liké, c'est un morceau qui s'appelle Pétage, et d'une artiste qui s'appelle Mrs. Meesyz. C'est une jeune artiste qui est signée chez Black Carpet, donc un label qui a été fondé par les anciens de la section d'assaut. Et j'étais en DJ set à sa release party l'autre jour à Paris, donc c'est très très cool. Elle vient de sortir un EP qui s'appelle Visionnaire, donc voilà, elle s'appelle Mrs. Je vous conseille d'aller écouter. Ok, et quoi, c'est du rap ou c'est... C'est un peu de rap, un peu d'afro, un peu d'R&B, c'est un mélange de plein de choses. Je vais pas citer des exemples d'autres artistes à qui me fait penser parce que ce serait un peu balourd, mais ça vaut la peine d'aller écouter. En tout cas, c'est très cool et j'ai pris une petite claque en écoutant ça. Ouais. J'étais très content de découvrir ça. Écoute, on va pas tarder à la découvrir du coup. Ouais. Les thèmes sont les suivants. Le premier, c'est état des lieux. Le deuxième, c'est obligation. Le troisième, c'est le divertissement. Le quatrième, c'est la responsabilité. Et le cinquième, c'est la fête. Waouh. Ok. C'est un peu sérieux, mais tranquille. T'inquiète, il n'y a rien de vraiment sérieux dedans. Il y a un truc qui s'appelle responsabilité, c'est ça? Ouais. En fait, j'ai peur de commencer. Si je commence par ça, c'est chiant. Donc, je crois qu'il faut, tu vois, faut laisser un peu les gens venir. Et la fête, c'est à l'inverse, la fête est trop fun, tu vois. Donc, je vais garder un peu la fête pour plus tard. On va dire. Le premier, c'était quoi? Le premier, c'est l'état des lieux. Ouais, allez, commençons par ça, c'est bien. État des lieux. Justement, je le dis en intro, tu es dans le rap depuis 15 ans. En tout cas, tu participes activement à ce milieu, surtout du rap belge en vrai. Tu avais fait un reportage il y a une dizaine d'années sur le rap qui s'appelait Yo non peut-être, qui était ton mémoire, il me semble, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. C'était mon mémoire universitaire en journalisme, en dernière année de journalisme, et qui est devenu aussi un objet documentaire à part entière. Bruxelles, 19 communes, plus d'1 million d'habitants et des dizaines de langues parlées. Un véritable carrefour culturel qui a donné naissance à une scène hip-hop active depuis le milieu des années 80. Un des premiers documentaires qui parle de rap belge. Franchement, à l'époque, on a eu du mal à trouver en tout cas un autre reportage équivalent. En tout cas, pour ce qui est du rap bruxellois, c'est le premier, ça c'est sûr. Ok. Justement, faisons l'état des lieux de ce qui s'est passé. En 15 ans, en 10 ans dans le rap belge, parce qu'il s'est passé énormément de choses. L'époque dont tu parles dans le reportage, on parle de Gandhi, on parle de Silla, on parle de l'arrivée avec Benny B, Phil One, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans et comment tu vois le rap belge aujourd'hui? Bon, évidemment, il s'est passé énormément de choses. Le documentaire sort en 2011. Donc en 2011, en fait, on est juste après on peut dire la génération qu'on va appeler BX Vibes avec Silla, avec Gandhi, Bilal, Convoque, plein d'artistes. Pacemaker à l'époque, Pacemaker, bien sûr. Plein d'artistes de talent et tout. Et c'est le premier frémissement moderne, en tout cas, on va dire, par rapport au rap belge. C'est non pas le premier de l'histoire. On se rappelle que fin des années 80, début années 90, il y a Bruxelles Rap Convention, il y a Benny B, bien sûr. Après, des Puta Madre, Starflame, Rival, etc. Donc voilà, c'est le premier frémissement moderne à l'ère d'Internet, en tout cas. Et c'est finalement pas tant cette génération-là qui va vraiment exploser, c'est plutôt celle qui est juste après. Donc 5 ans après, encore. 5 ans après, c'est ça, 2016, ouais. Donc il va y avoir une transition qui va se passer par un groupe qui, pour moi, est le chaînon manquant qui s'appelle La Smala. Tout le monde connaît, j'imagine. Pour moi, La Smala est le trait d'union entre les deux générations et la génération d'après qui va arriver. Forcément, si on prend pour une part la génération de Caballero, de Jean Jass, de Romeo Elvis, etc., et aussi pas via les mêmes circuits, mais au même moment de Damso, Hamza, Shai, Crazy
etc. Donc voilà, donc ça c'est la première vague, on va dire 2009-2011. Une deuxième vague 2011-2016 avec de plus en plus d'artistes qui font des scènes, etc. Avec notamment quelques expériences qui auraient pu marcher plus que ça. Par exemple, la version belge du Word Up, donc la BBC, qui aurait pu susciter aussi des carrières. Ça a été un peu moins le cas qu'en France, on va se dire. Mais ça a existé, puis depuis des projets aussi, puis les freestyle Give Me Five, les poignées de punchline. Donc voilà, il se passe énormément de choses pendant cette période-là. Et puis après, il y a on va dire la grosse vague, on va dire, du rap belge, donc qui va durer de 2016 plus ou moins jusqu'au Covid, on va dire 2016-2020. Dans laquelle il va y avoir évidemment l'explosion de la scène belge, à tel point que n'importe quel artiste maintenant qui viendra de Belgique ou de Bruxelles va susciter un intérêt particulier. Tout à fait. Et qu'il va y avoir un focus sur lui parce qu'il vient de là. Et là, et après on ira dans les détails si tu veux. Et puis la séquence maintenant, donc la séquence du Covid jusqu'à maintenant, 2020-2024, qui est une séquence un peu différente où aujourd'hui le fait de venir de Bruxelles ou le fait de venir de Belgique n'est plus vraiment un label à part entière qui suscite de l'intérêt. Il faut maintenant s'affirmer en tant qu'artiste, en tant que tel, et on peut plus bénéficier, si tu veux, de la mise en lumière qu'il y a eu de l'effet. Tu trouves ça ? Ouais, franchement, j'ai l'impression. Il n'y a plus d'étiquette rap belge. Enfin, il n'y en a peut-être jamais eu, mais il n'y a plus de... Tu sais, à l'époque, c'était hype, quoi. Hamza, moi, je me rappelle de ce qui suscite en France, Hamza, c'est hallucinant, quoi. Bien sûr. À Paris, c'est c'est incroyable, vous vous rendez pas compte, etc. Et on parlera peut-être après du public belge et du ressenti du public belge. Mais tu trouves qu'il n'y a plus ce truc-là de... C'est stylé d'être belge ? En fait, si, niveau musical, en tout cas. bien sûr que si, évidemment. Je pense qu'il y a toujours un cachet, tu vois, il y a toujours une plus-value à être belge. Mais en tout cas, si on parle vraiment d'industrie musicale, je crois qu'il n'y a plus l'effet loop qu'il y a pu y avoir avant jusqu'en 2020-21, plus ou moins. Je recevais énormément de messages de gens qui travaillent en maison de disques qui disaient tiens, tu connais pas une petite pépite qui vient de chez toi, est-ce que tu connais pas un artiste belge qui machin et tout, tu vois, comme si tout le monde voulait signer son rappeur belge entre guillemets. Avec Damso en vrai aussi, bien sûr. Il y a eu ça aussi. Non mais c'est post Damso, tu vois, mais par exemple c'est vrai, et il y a eu des expériences en maison de disques qui sont pas toujours super bien passées aussi pour des artistes de chez nous. Et donc voilà, et donc là aujourd'hui j'ai l'impression quand même que la hype est un peu passée, mais pour autant la qualité du travail reste super présente. Il y a des artistes qui font des trucs incroyables. Non. Tranquille. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, là, on attendait une deuxième vague. Finalement, à quelques exceptions notables, notamment celle de Green, de Frénétique, de YG Pablo ou d'autres artistes encore. Voilà, il n'y a pas eu le même impact que sur la première vague, celle qui est arrivée entre 2016 et 2020. Quoi. Et tu crois que le Covid y est pour quelque chose ? Je pense que le Covid a été un frein pour beaucoup d'artistes parce qu'en fait, si tu n'avais pas les reins solides financièrement avant le Covid t'a foutu à terre, c'est logique. C'est vrai. Si tu n'avais pas d'argent de côté, si tu n'avais pas une structure pour te soutenir, et c'est valable pour les artistes comme c'est valable pour plein de corps de métier, c'est valable pour les journalistes indépendants, c'est valable pour des artisans, c'est valable pour plein de gens en fait, finalement. Ça a été très compliqué, donc je pense qu'il y a des gens qui ont eu du mal à s'en sortir, des gens qui étaient des artistes qui ont dû trouver un autre boulot, faire autre chose, et qui ont eu du mal à pouvoir retrouver finalement soit la hype qu'ils avaient avant, soit retrouver l'énergie et la dynamique financière qu'ils avaient avant aussi, tu vois. Tout à fait. On va peut-être parler un peu du négatif, mais non, parce que moi c'est une question dont je parle beaucoup avec même des nouveaux rappeurs et des nouvelles rappeuses, etc., du public belge. Je trouve qu'il y a qui, quand j'étais jeune, avait une réputation incroyable. Je me rappelle des chanteurs français de variété qui arrivaient et qui faisaient waouh, c'est tellement meilleur public. Bon, évidemment, ils le disent à chaque ville, mais il y avait un truc un peu de hype, regardez l'ambiance que c'est, etc. Est-ce qu'on a assez supporté nos rappeurs belges ? Moi, c'est une question que je me pose quand je vois, par exemple, ce qu'on avait avec Hamza, par exemple, où la première validation, pour moi en tout cas, elle est française, quasiment. Non, 100%. Ouais, c'est ça, même ses premières scènes, c'est à Paris, il me semble, ses premières grosses scènes en tout cas. De toute façon, le succès de Hamza et Damso, c'est la France. C'est ça, tout à fait. On va pas s'inventer d'histoire. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Est-ce que c'est de notre faute ? Est-ce qu'on est en train de changer ça ? Comment tu vois ça en fait ? Parce que moi, je trouve ça hyper important. Je sais que dans ma tête, et peut-être inconsciemment, et dans la tête de beaucoup de gens, il y a un truc de si t'es pas validé autre part, on va pas trop en parler. Il y a une espèce de pudeur énorme en Belgique qui est assez déconcertante en fait. Surtout que maintenant, il n'y a plus d'excuses. On a des grosses stars qui vont presque mieux que des Français maintenant, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, je me suis souvent posé cette question-là aussi. C'est pas nouveau. C'est quelque chose qui remonte à la variété française. Ça remonte à Brel. Ça remonte à Johnny, à plein d'artistes avant. Il y a toujours eu cette considération de se dire... il faut qu'on soit validé par la France pour être validé en Belgique. Pour moi, en fait, c'est un peu un faux sujet, je pense. Okay. Pour moi, la réalité, elle est surtout économique. Je pense vraiment que c'est une réalité de marché.
c'est une réalité de marché, c'est une réalité d'industrie musicale qui est beaucoup plus mature en France, qui génère beaucoup plus d'argent en France, et qui est beaucoup plus prise au sérieux en France, et qui surtout qui touche un marché beaucoup plus grand, tu vois. Et en fait, que les Belges soient un peu plus humbles sur la retenue, etc. Oui, bien sûr, j'ai pas de doute là-dessus, mais pour moi, c'est pas ça qui fait que les artistes marchent pas. C'est simplement qu'en France, la culture et la culture musicale occupent une plus grande place. En Belgique, on est sur un marché qui est déjà segmenté entre flamands et francophones. La place de la culture est pas assez mise en avant dans notre pays, j'estime. Surtout en francophonie, en vrai. Oui, surtout en francophonie, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être encore moins le cas vu la législature qui s'annonce là maintenant, tu vois, ce qui est même d'ailleurs assez alarmant pour faire un petit peu de politique, puisque de toute façon, tout est politique, y compris la musique. En plus, c'est très important. Ouais. Tout à fait. Et donc ouais, moi, je me fais quand même pas mal de soucis par rapport à ça, et surtout qu'en plus, j'ai l'impression qu'en francophonie, on est très fort pour ce qu'on appelle la culture subventionnée. Et c'est très bien d'ailleurs, il faut pouvoir aider la culture. Mais j'ai l'impression que de tout temps, le rap a toujours été un peu oublié, tu vois, de ce circuit de subvention. On leur donne de temps en temps des petits espaces, des petites ASBL, on leur finance un ou deux trucs. Mais il y a une dimension que j'aime pas là-dedans, qui est toujours une dimension un peu sociale. Tu vois, c'est rarement pour valoriser les artistes, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Et autant on est capable de mettre en avant et débloquer de l'argent pour des artistes pop rock ou pour des artistes électro. J'ai l'impression que même encore aujourd'hui, alors que c'est devenu même tellement bateau de montrer à quel point le rap a un impact même commercial incroyable. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai l'impression malgré tout que on reste quand même toujours un peu les vilains petits canards, quoi. Tu vois, on est toujours un peu à l'arrière. Sans faire de politique pure. Ouais. Est-ce que tu crois que ça peut changer ça? Parce que moi, je sais que, comme tu dis, il y a un rôle politique derrière, hein, même par rapport à la segmentation, tout ça, comme tu dis très bien. Moi, je trouve qu'il y a un rôle médiatique aussi. Il n'y a pas beaucoup de médias en Belgique, et c'est aussi quelque chose de financier, je pense, par rapport à ça. Est-ce que nous, on a un rôle en tant que médias de parler plus du rap belge, de le mettre plus en avant? Enfin, tu vois, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu crois qu'on peut changer ça, nous, à notre échelle, ou les rappeurs ou les artistes à leur échelle? Je pense qu'on est de toute façon... Les rappeurs sont des artistes, attention. Bien sûr, bien sûr. C'est pas ça que je voulais dire. Je pense qu'on est tous des acteurs à notre échelle de la promotion et de la propagation de la culture rap, quoi qu'il arrive. Maintenant, moi, j'ai un peu changé de discours au fur et à mesure des années. Et... aujourd'hui, franchement, de mon expérience, j'ai l'impression que l'influence et le poids des médias est beaucoup moins fort qu'avant, vraiment. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est valable en France, c'est valable ici en Belgique. Je pense que très très souvent, on a surestimé aussi le poids des médias dans la popularité de certains artistes. Moi, certaines personnes m'ont beaucoup reproché à certains moments de ma carrière, dans ce que je faisais, de ne pas mettre assez en avant tel ou tel gars, etc. Comme si moi j'avais la possibilité de pouvoir faire briller quelqu'un. Je prends toujours le même exemple. Par exemple, en France, mon pote Mehdi Maizi a déjà pendant des années boosté certains artistes. Ça n'a jamais eu d'impact sur leur vente ni quoi que ce soit. Tu vois. Et on parle du journaliste français numéro 1 le plus influent. Donc t'imagines bien que des blogs ou des médias un peu plus spé, un peu plus nichés, on passe pouvoir-là. Maintenant, je pense que c'est un effort collectif aussi, et bien sûr qu'on a une responsabilité en tant que média, en tant qu'acteur de cette musique, mais il ne faut pas la surévaluer non plus. En fait, c'est juste ça que je veux dire, c'est qu'en gros, en France, il y a des médias qui ont pu faire certaines carrières à la marge, tu vois. Je pense à Skyrock, je pense à Bouscapé, mais ça s'arrête quasiment là en vrai de vrai. Tu vois. Tout à fait. Donc, bon. Je trouve qu'on défie très bien vers un autre thème, même si le concept c'est toi qui choisis, mais tu as parlé de responsabilité. Du coup, je trouve que ce serait une parfaite transition de continuer, si tu me le permets, sur ce thème-là. La responsabilité. Quand j'ai vu une vieille interview sur TV Bruxelles. Ok, ouais. Où tu parles justement du reportage que tu avais sorti, qui est même passé à la télé, je pense. Il est passé sur BX1, qui à l'époque s'appelait effectivement Télé Bruxelles. Ouais, tout à fait, excuse-moi. Non, t'inquiète, c'est ça. Non, c'est le même, ça a changé de nom. À l'époque, ça s'appelait Télé Bruxelles, maintenant ça s'appelle BX1. Voilà. Exactement. Et tu parlais justement de responsabilité. Tu disais que si c'est pas moi ou si c'est pas nous, qui va parler de ça? L'unité finalement de ce mouvement est essentielle pour sa survie. Comme finalement les rappeurs ont très peu accès aux médias, et c'est quelque chose que je regrette, et d'ailleurs je vous remercie de m'accueillir sur ce plateau et d'accueillir aussi mon documentaire sur votre chaîne, parce qu'on voit très peu de hip-hop dans les médias, et donc il faut serrer les coudes. Je pense qu'on a tous dans le média et dans des gens même des créateurs, des créatrices de contenu qui parlent de rap, on a tous un rôle de transmission. Ouais. Moi, j'en suis persuadé. Ouais, bien sûr. Même si, on va parler après, mais le divertissement est rentré aussi dans un truc médiatique qui est aussi important, je trouve tout à fait ça légitime.
Mais est-ce que toi, tu penses encore, tu viens de dire que ta question avait évolué par rapport à ça, est-ce que tu crois encore qu'on a ce rôle-là? Et est-ce que tu crois que nous, petits médias, Boîte Média par exemple, a ce rôle-là de parler de Gandhi, de parler de Scylla, de parler de transmission et tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que justement, c'est justement des médias comme le vôtre qui... Sans nous saucer. Hein, non, bien sûr, mais c'est justement des médias comme le vôtre qui peuvent permettre d'assurer cette transmission-là. Et en fait, la transmission, c'est pas quelque chose qui doit être vu comme chiant. C'est pas, genre, pas un truc genre les vieux gardiens du temple qui expliquent ce que c'est la hip-hop et tout, machin, on ronfle. Non, ça peut être quelque chose de positif et de cool, tu vois. À fond. Mais, tu sais, il faut toujours un petit temps pour avoir du recul. Pendant des années, la terre entière disait que La Fouine était le pire rappeur du monde. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'en fait, il n'était pas si nul et qu'en fait, c'est même plutôt un bon rappeur. Il y a des artistes qui ont traversé du désert, qui reviennent avec des tournées un peu revival, souvenirs de certains albums mythiques, etc. Caris qui fait toute sa carrière là-dessus, presque quasiment. C'est sa nouvelle carrière, en tout cas, oui. Bien sûr. Mais il y a aussi Rof, il y a Gradure qui va tourner cet été avec carrément une tournée sur des freestyles, tu vois. Mais je dis ça avec énormément de respect. Trop bien. Oui. Je veux y être. Mais donc voilà, je pense qu'il y a justement dans la séquence dans laquelle on est maintenant, où on est sur une nostalgie rapide. Tu vois, moi je vois sur Twitter des fois des gens qui se disent ah t'as rappelles cet album à l'époque et tout, mais on parle d'un album qui est sorti à 5 ans. Sauf que oublie pas un truc, c'est que si cet album tu l'as écouté à 15 ans et que t'as 20 ans aujourd'hui, ta vie à 15 ans et à 20 ans elle est pas du tout la même. Ouais, bien sûr, donc ton rapport à la temporalité est pas pareil. Moi un album que j'écoutais à 5 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Moi je pense souvent à Feu quand on me dit ça. Bah frère, Feu c'est sorti il y a 2015, il y a 9 ans. Ouais, c'est ça. Dans ma tête c'était incroyable. J'avais écouté. T'avais quel âge à l'époque? C'est le pire. C'est ça. J'avais il y a 9 ans. J'avais très fort en matin. Ouais. Vraiment, j'en avais 16. Fais 10 puis tu t'enlèves un au pire. Mais... Et j'avais. T'avais 16 piges. Regarde, tu vois, t'as 16 ans, tu prends Feu de Nekfeu. En plus, pour ta communauté, ça devait être un truc assez incroyable, j'imagine. Et du coup, forcément que c'est important. Ça parce que j'ai un bouquin. Ouais, bien sûr. Ouais. Et non, mais voilà. Et donc, c'est des trucs importants. Bah voilà, mine de rien, cet album l'année prochaine va fêter ses 10 ans. Déjà, c'est ça. Entre guillemets. Tout à fait, ouais. Et donc, je crois que c'est important justement de pas oublier ces trucs-là, de se rappeler de ces trucs. Et il faut surtout pas le voir comme quelque chose de chiant, un truc de grand frère en disant ouais, je vais te montrer ce que c'est le vrai rap et tout. Non, bien sûr, je pense qu'on peut faire les deux en fait aussi. Oui, bien sûr. Mais moi, je me plais énormément à redécouvrir, à reconsommer des médias spé, des médias niches, à relire des articles de la Bastidère du son que j'avais perdu un peu de vue. Je vois ici sous les yeux, j'ai un exemplaire de Mosaïque. Qui sont des gens qui travaillent super bien aussi, tu vois, et en plus qui font du papier. C'est vraiment c'est pas des gardiens du temple, c'est de l'archéologie carrément. C'est clair. Et c'est génial, tu vois, parce que c'est un objet quali que tu gardes dans ta bibliothèque. Et tu kifferas à relire dans 10 ans. Exactement. Et c'est trop bien qu'il y ait encore la place pour ces trucs-là, tu vois. Et moi, à titre personnel, avec Check, donc avec le média que je représente, on a essayé de faire ça, on essaie encore de faire ça, on continuera à le faire, mais moi je suis plus investi, tu vois, d'une mission aussi forte que j'ai pu l'être avant, parce que ma vie a évolué, parce que mon métier a évolué, parce que le média a évolué, tu vois. Mais j'aime cette musique et je serai toujours là pour la défendre et pour la représenter, peu importe de quel moyen que ce soit, tu vois. Là maintenant, je suis plus orienté plutôt vers le DJing et le divertissement. Si je dois y revenir vers le journalisme, je le ferai aussi, tu vois. Donc tout à fait. Voilà, il y a toujours une part de transmission, legacy, machin, truc et tout, tu vois. Je pense que c'est parce que tu es journaliste, mais tu dévies encore parfaitement vers le divertissement. Tu es vraiment chaud. Je sais pas si tu veux parler de ça. Le concept, c'est toi qui choisis, mais tu as parlé de divertissement. Je trouve que c'est Je vais juste regarder la caméra pendant 5 secondes. Je pense que c'est une parfaite transition. Le divertissement, parlons-en. Ouais. Donc, comme tu disais, tu es DJ, mais je voulais revenir aussi à Check. Check qui a basé aussi maintenant un contenu sur le divertissement aussi. Et je depuis le début. Exactement. Et je trouve ça, même s'il y avait quand même beaucoup d'interviews écrites. Les deux, en fait, on n'a jamais été exclusif. On n'a jamais dit on vient de là pour faire que les foufous. On a toujours voulu faire les deux. On voulait faire des interviews de qualité, des interviews fleuves, dans lesquelles on laisse l'artiste pouvoir parler, s'exprimer, etc. Des contenus un peu plus divertissants, des contenus beaucoup plus, on va dire, format reportage, c'est-à-dire inside dans un clip, des choses comme ça et tout, et puis des concepts innovants et inédits. On a voulu faire plein de trucs à la fois. On n'a rien voulu s'interdire. Mais des interviews à deux assis dans un joli cadre, j'ai rien inventé, tu vois. Je suis très content, il y en a des super, mais je vais pas commencer. Voilà. Là où on a voulu avoir une certaine singularité, c'est plutôt sur les concepts, c'est un peu différent, tu vois. C'est ça. Et je voulais savoir justement par rapport au divertissement, à quel point
c'est devenu important parce qu'en fait, même moi, je me pose la question parfois de... même pour ce concept ici et tout ça, il y a un truc, j'aime bien parler avec les artistes de eux, plus que de leur œuvre parfois. Ouais. Je trouve que ça, c'est la meilleure promo en fait. Et quand je vois Al Capote qui parle de vaches, etc. dans ton émission, c'est meilleure promo qu'une grosse interview, même si je consomme énormément de grosses interviews de 4 heures et j'en fais, donc j'adore ça aussi. Mais à quel point ça a pris une place hyper importante en fait, divertissement. On le voit avec YouTube maintenant, on voit avec, même si ça n'a rien à voir, mais on voit avec Squeezie par exemple, l'imposteur, avec les acteurs et actrices qui prend, c'est leur meilleure promo. C'est la promo la plus folle pour un film, j'en suis sûr, tu vois. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on parle pas une seconde du film. Et on parle pas une seconde du film, et de la même façon que après dans nos formats plus divertissants, que ce soit Check Food et tout, il y avait toujours en filigrane un petit moment bien sûr, promo, pas promo, mais il est hyper utile. Voilà, où on parle un peu d'un projet, d'un truc comme ça, etc. Mais je trouve que c'est tellement plus sympa quand c'est amené comme ça. Moi, je trouve ça super cool. Par exemple, moi, je suis un gros fan du Floodcast de Flaubert et Adrien Méniel. J'ai écouté ça en venant. Voilà, parfait. Celui de le ukulélé là qui est sorti hier, je l'ai écouté. Avec Émeric Lompré et Douli, exactement. Et en fait, si tu veux, pareil dans le Floodcast, c'est des petits jeux, des blagues et des échanges et qui sont des prétextes pour parler de l'artiste et pour parler de ce qu'il fait, etc. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai envisagé la promo, ou en tout cas la discussion culturelle. Je pense qu'il y a des temps pour avoir des longues interviews, pour avoir des moments vraiment où on va pouvoir parler, ce qu'on fait ici, des choses comme ça, etc. Et puis des moments un peu plus légers, mais dans ce qui est léger, il y a toujours un peu de contenu, il y a toujours un peu de... Parce que c'est vraiment, si c'est juste pour faire la galerie, moi ça m'intéresse un peu moins. Bien sûr. Mais maintenant, c'est un truc qui a existé, qui existe encore aujourd'hui. Je pense que c'est un format qui a du mal à pouvoir persister, parce qu'en fait, si tu veux, ça coûte cher de produire ça. Aujourd'hui, YouTube, ça marche pas comme avant. Tu vois, même les grosses stars de YouTube aujourd'hui font moins de vues qu'avant. Tout l'algorithme Internet nous pousse de plus en plus à faire soit du live, soit du format court. Tu vois, on est dans un tunnel algorithmique où toutes les plateformes t'incitent à faire ça. Le format long n'existe quasiment plus. Comment tu vois ça? Est-ce que moi, ça me fait un peu flipper, je t'avoue. Alors que je suis de la génération qui consomme que du court. Ça, tu vois. Enfin, et beaucoup de choses. Je suis la génération tu scrolles TikTok que je suis oui, je suis beaucoup sur TikTok. Tu peux pas m'avoir. C'est vrai, je peux pas me la faire. Regarder 4 heures à mon avis, énormément. Mais j'adore regarder des grosses interviews. Tu regardes des vidéos de pots de peinture qu'on jette par terre et qui s'éclatent et tout. Mec, c'est fou. Ouais, je sais. Je pense que c'est ça et le foot. Ouais, t'inquiète pas. Ne t'emmerde pas. Mais t'as vu, je suis déjà en train de me dédouaner en me disant que oui, je regarde Mehdi Maizi qui fait des interviews hyper longues et tout. Mais est-ce que tu vois ça d'un mauvais œil ou comment tu vois ça? En fait, le problème qu'il y a, c'est que moi, je veux. C'est même pas que je veux pas paraître pour un vieux con, c'est que même dans ma réflexion, j'ai pas envie d'être un vieux con. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, si je suis honnête avec moi-même, je suis le plus grand défenseur des formats longs, parce que c'est ce que je préfère faire et tout. Mais j'en consomme presque plus aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Donc je vais pas reprocher à des gens de faire un truc que je regarde reprocher, plus, bien sûr que non. Non, mais t'es hyper agressif, je te le dis. Voilà. Je suis pas hyper à l'aise depuis tout à l'heure, je te trouve très, très agressif, je passe pas un super moment. C'est ça la chaleur. Voilà, j'ai chaud, je suis pas ravi d'être là, j'ai fait de la route, voilà. T'as galéré à trouver l'endroit et tout, c'est... Ouais, non, je rigole. Mais en gros, non, franchement, j'ai vraiment beaucoup évolué sur ces sujets-là. Tu vois, il y a 5 ans, j'aurais été hyper orthodoxe en disant que le format long, c'est ça, etc. Parce que c'est ce que je pense intrinsèquement. Ouais. Mais frère, aujourd'hui, regarde, même moi qui suis même moi, je suis une merde et j'arrive pas à être concentré plus de 30 secondes, plus d'une minute. Bien sûr. De quel droit est-ce que je vais dire que il faut absolument faire du long et tout? Mais n'empêche, je m'y retrouve quand même. Et quand je regarde pas de façon linéaire un format long, peut-être que je vais y avoir accès par des clips ou des choses comme ça que je vais finalement consommer bout par bout, à plusieurs moments, quitte à après m'envoyer l'intégrale derrière. Tu vois, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On a le dernier format qu'on a sorti sur Check s'appelle Check Drink. Pareil de nouveau, qui est avec Seb Lafrite, c'est ça? Ouais, on a fait un épisode avec Seb, un épisode avec Sheila et un épisode avec Seth Gecko. Exactement, Et là, pareil, il y a un peu de divertissement, il y a un peu de connaissance, on parle un peu de tease, de savoir-faire français, et puis il y a une partie discussion. Moi, c'est les formats que je préfère faire et que je préfère regarder. Quand Mehdi fait Mehdi et demi, c'est des formats que j'aime regarder. Quand Squeezie fait l'imposteur, c'est des formats que j'aime regarder. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, des trucs comme ça. J'aime ça, tu vois. J'aime les longs formats qui soient des formats, on va dire, quali, culturels ou n'importe quoi, tu vois. J'aime écouter des podcasts d'1h30, de 2 heures. Mais le temps que je consacre à ça est beaucoup plus faible qu'avant, tu vois. C'est sûr. Tout à fait.
Ou alors, si je consacre du temps à ça, je fais quelque chose en même temps. Tu vois, par exemple. Si je vais faire ma compta, traiter des mails, bah, je vais écouter un podcast. Ouais. Dès qu'il y a un truc relou, ça doit être accompagné d'un divertissement. Exactement. Moi aussi, c'est ça. C'est presque... Mais de nouveau, j'ai presque un regard où je m'en veux par rapport à ça, mais je peux plus faire quelque chose que je considère un petit peu relou sans un divertissement à côté. C'est impossible, tu vois, pour moi. Et puis même l'idée du silence et tout, ça devient vraiment compliqué, quoi. Ouais. Genre, j'ai vraiment du mal avec ça. Et je pense que c'est un truc générationnel et dont il faut vraiment se poser la question sans faire le boomer, tu vois. Mais tu parlais... pardon, excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Je vais réussir à retourner. Tu vois, ça sera un moment qui sera coupé, ça, par exemple. Ce moment où j'espère bien, parce que c'est indigeste. Personne ne veut regarder ça. Surtout qu'on va faire des formats qui sont de plus en plus courts et tout. Non, mais justement, voilà. Fais-moi un clip sur TikTok. Fais-moi un format 1 minute de cette interview, comme ça va être réglé vite fait, mon pote. Voilà ce que je te dis. C'est ça que je Personne ne veut écouter ce vieux martoche pendant 1h15. Je te dis la vérité, moi. Je m'emmerde. Allez, on reprend. J'ai chaud. Moi aussi, je crève de chaud. C'est pour ça que je rigole d'ailleurs. Pas du tout. Non, mais bref. Donc on parlait de ce truc de long format. Moi, je me rassure en disant que c'est cette dualité que je kiffe. Mais en vrai, on va la perdre. Mais je me rassure en me disant que ouais, je kiffe regarder TikTok, mais en même temps. Moi, je pense pas qu'on va forcément la perdre. C'est simplement que. Bah si, on va la perdre. Non, mais c'est parce que les formats longs, c'est parce que en fait les formats longs coûtent cher aussi. Avant, tu faisais un format long qui coûtait cher, mais qui rapportait des vues ou qui intéressait un annonceur ou des choses comme ça. Si c'est plus le cas, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Je veux dire, par exemple sur Check, depuis le Covid, c'est beaucoup plus difficile de trouver des annonceurs parce que les médias rap sont moins performants qu'avant au niveau des vues, parce que les artistes font presque plus de promos sur les médias rap et qu'ils préfèrent aller faire leur promo directement ou alors leur attaché de presse de Paris, les mecs chez Combini, Brut, des trucs comme ça, et c'est réglé, tu vois. Donc, pour moi, le nerf de la guerre, c'est surtout l'oseille parce que des idées, c'est pas ça. Si t'as des idées, des choix de concept, tu peux le faire. À fond, bien sûr. Mais tu sais, nous avec Check, on arrive à un niveau, on fait plus travailler les copains, tu vois. Chaque fois qu'on sort une caméra, chaque fois qu'on sort un micro, chaque fois qu'on fait un truc, on paye des gens et c'est normal, tu vois. Donc c'est une réalité économique qui est derrière. Au début, au début, quand moi j'ai commencé tout seul, évidemment que je travaillais gratuitement, que je faisais tout seul. Bien sûr, je me faisais aider par des potes, des trucs comme ça. On est en Belgique en plus. Mais tu vois, sur Check, dès le jour 1 où on a commencé à bosser sur Check, il n'y a pas une seule personne qui a travaillé gratuitement. Oui, bien sûr. Enfin, par WAM, mais tu vois, et encore même pas, parce que j'étais quand même rétribué, tu vois. Mais en gros, nous, depuis le jour 1, on a toujours bossé avec des prestats qu'on a toujours payés. Et donc, c'est une réalité aussi, tu vois. Souvent, il y a des trucs que j'ai envie de faire et je me dis, ouais, putain, mais c'est relou, et en même temps, est-ce que j'ai les moyens de le faire ou pas et puis, des fois, parfois, des trucs qui sont pas très chers et qui peuvent être super bien, qui peuvent être super cool, qui peuvent marcher. Tu vois, si tu fais du Twitch, si tu fais un talk, n'importe quoi, c'est pas extrêmement cher à produire. Et pour autant, ça peut être super cool à faire, tu vois. Donc, voilà. On voit avec Zen, etc. Bien sûr. Ouais. Non, après, Zen, attention, c'est cher. Hein. Oui, Zen, la prod de Zen, elle est très très chère. Ils ont une régie et tout. Mais je me rappelle la dernière, justement, là où tout le monde est arrivé sur scène, j'étais là, ah ouais. Il y a quand même... Ah ouais, non, mais c'est très très cher. Zen. beaucoup, c'est pour ça que le temps de sponsor et tout, je sais pas comment c'est par émission exactement. Donc je vais pas dire de conneries, mais c'est très très cher par émission, bien plus que ce qu'on pourrait penser. Tout à fait. Il reste 2 thèmes du coup, parce qu'on a été... il reste 2 thèmes, on a été assez vite. Il reste l'obligation et la fête. Viens, on va commencer par l'obligation. L'obligation. En fait, c'est un petit sujet, en fait, mais juste en tant que fan de rap et quelqu'un qui consomme ça depuis tout petit, et je pense que c'est ton cas aussi, je sais que tu as été fan dès le début, avec ton père qui te fait découvrir IAM, etc. Oui, j'ai bossé. Ouais, il a bossé. Mon salaud. Je voulais savoir si tu ressentais une obligation à être dedans, en fait. Ah, ok. Parce que, comme toi, on ne s'est pas rappé. Ouais. Tu disais que tu savais danser. Tu savais danser, mais tu ne savais pas dessiner non plus. Très bien rappé. Mon rêve, mais c'est sûr qu'il y a des sons. Je peux vous le dire ici. C'est sûr qu'il y a des sons. Non, mais tu sais que non, je vais pas le dire. Non, mais si, mec, tu peux pas faire ça. Alors, c'est pas forcément sous le format que vous pouvez imaginer, mais il y a des trucs qui vont sortir. Ouais. De toi? De moi. Mais non. Je vous le dis. C'est une excuse là comme ça? C'est une excuse, je vous le dis. Mais c'est pas forcément ce que vous pouvez imaginer, mais il y a des trucs qui vont sortir. Mais c'est trop bien. Je vais pas demander plus parce que ça a l'air très confidentiel. Je peux pas en parler. C'est pas TikTok, par exemple. C'est pas signé encore. Ouais, c'est vrai. Ça j'aime bien. C'est pas encore signé, mais je suis en train de bosser sur un truc, qui va à mon avis surprendre un peu les gens, mais qui va être cool et qui va dans le sens de
ma nouvelle aventure, on va dire, musicale et tout. Ok, trop bien, trop bien. Bah écoute, je suis très content de savoir. Je suis content que tu nous le dises à nous, en tout cas. Merci beaucoup. J'hésitais entre vous et le levateur de Gilles Boulot, bien sûr, mais je me suis dit, allez, on va produire local. Circuit court, bien sûr. C'est très gentil. Attends, donc la question, est-ce que je me sens dedans? C'est quoi est-ce que tu te sentais obligé d'être dedans? Parce que c'est un truc que moi, j'ai un peu ressenti, sans me comparer évidemment, mais est-ce que tu te sentais en mode il faut qu'on soit dans ce milieu-là alors qu'on ne sait pas Non, alors en fait, ça se passe en plusieurs temps. Au début déjà, tout au début quand j'ai fait mon premier documentaire, donc Yonon peut-être, qui donc entre 2009 et 2011, j'ai tout de suite voulu avoir une sorte de distanciation journalistique. Tu vois. C'est-à-dire en gros, pas vouloir faire le mec du milieu vers le pote, etc. Ouais, tu vois, machin. Ouais. Et c'est un truc que j'ai toujours gardé parce que entre Yonon peut-être et Check, j'ai aussi fait des émissions radio avec des Parwan à l'époque. J'ai aidé des artistes dans leur communication. J'ai fait les relations presse d'une expo aux Beaux-Arts qui s'appelait Yo, comme quoi, finalement, toujours le même truc. Et bref, j'ai fait tout un tas de trucs et toujours j'ai voulu garder un peu de distance avec ça. J'ai jamais voulu m'improviser pote avec tel rappeur ou tel truc. J'ai jamais voulu prétendre être un acteur du milieu, si ce n'est un acteur médiatique du milieu, tu vois. Et maintenant, sur l'aspect plus DJ, tu vois, bah, même là encore, je suis un acteur du milieu, mais avec un petit décalage, tu vois. En fait, je sais très bien quelle est ma place. J'ai jamais voulu prétendre être la personne que je ne suis pas. J'ai jamais voulu prétendre être ni un rappeur, ni quoi que ce soit et tout. Donc, je suis totalement à ma place. Et même dans les projets que je suis en train de faire et sur les trucs que je suis en train de préparer, même là, il n'y a pas d'usurpation de rôle ou de personnalité. Quand j'ai commencé à être DJ, j'ai toujours dit que j'étais surtout là pour l'entertainment, pour le divertissement et que j'étais largement moins bon que certains DJ, que j'étais pas là pour prendre la place de qui que ce soit, tu vois. Et donc voilà, donc en fait moi je me sens pas besoin d'être dedans, tu vois, en vrai de vrai. Moi c'est une musique qui m'habite depuis toujours, c'est une musique que j'écoute depuis que je suis enfant, que j'écouterai sans doute jusqu'à la fin, mais je ne me sens pas appartenir particulièrement à la famille du rap, si ce n'est pour le rôle que j'en ai pour le rôle que j'ai dans cette famille, tu vois. Si je suis un cousin éloigné de cette famille, moi ça me va très bien. Là tu parles presque de légitimité en fait. Ben, c'est pas tant parce que moi je suis pas en quête de légitimité déjà parce que tu sais moi je parle tout le temps de ça, ça doit être relou pour les auditeurs et auditrices de Bouillon, je parle tout le temps de légitimité, mais je comprends, j'ai un problème avec ça, je vois un psy en fait. Mais je comprends, oui, mais écoute, si tu veux, on peut en parler, je pense que ta mère t'a jamais, mais après bon, voilà, je pas là on l'embrasse d'ailleurs, si elle nous regarde de là au 3e étage j'imagine, mais en tout cas t'es bien celle-là, j'aime bien. Mais non en vrai non, moi je me sens pas illégitime parce que je sais pas vraiment ça que je cherche, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc, c'était pas une obligation de faire partie d'un truc qui est ta passion, en fait. Non, mais en fait, au début, c'est marrant parce que tout au début, quand je revois des vieilles interviews et tout, je me trouve un peu mignon, tu vois, parce que je voyais que, tu vois, je voulais surtout pas qu'on pense que j'étais pas à ma place, tu vois. Et donc, je me protégeais un peu de ça, tu vois, moi-même en disant non, mais attendez, je ne suis pas là-dedans, nanana. Aujourd'hui, en fait, je suis beaucoup plus détendu par rapport à ça. J'ai la place j'ai la place qu'on me donne ou que je prends, tu vois, tout simplement. Mais est-ce que ça a évolué justement à la crédibilité du rap, en fait? Est-ce que ça a évolué en même temps que ça? Parce que maintenant, c'est bien connu que tout le monde rappe et tout le monde peut rapper. Ouais. Et à l'ancienne, c'était plus compliqué aussi, tu vois. C'était en mode, tu vois, même le rap de personnes blanches, le rap de personnes favorisés ou des trucs comme ça, tu vois. Ce qui est certain, c'est que je pense que cette question de légitimité, elle se pose beaucoup plus chez les blancs que chez les personnes racisées, tu vois. Bien sûr. Parce que le rap est une musique noire à la base qui est devenue une musique de minorité. Donc forcément, quand tu évolues dans un genre musical à la base qui n'est pas le tien, je trouve ça même plutôt sain que tu te poses la question de ta propre légitimité. De fou. Ça, tu vois, ça bien pour sûr. Le coup, je trouve ça plutôt cool. Maintenant que ça se transforme en frustration, syndrome de l'imposteur et tout, et qu'il y ait l'effet inverse qui fait que dès que tu vas voir un rappeur Babtou qui a l'air un peu geek, un peu machin, bah, directement il va être rejeté par une partie du public. Oui, bien sûr. Ou au contraire, même adoré par une partie du public, ce qui va rendre ce public encore plus sistrate, tu vois. Tu te dis, bon, c'est vraiment bizarre, tu vois. C'est très actuel ce sujet. C'est totalement actuel, mais on s'est rendu compte avec les Européennes en France que une partie non négligeable du public rap était en fait finalement des putins de fachos de merde, tu vois. C'est une réalité, quoi. Et même ça crée un décalage énorme parfois entre l'artiste et son public. Je pense à Luther. J'allais dire, il y a Luther, il y en a d'autres, il y a Wallace Cleaver, il y a plein d'artistes qui ont eux-mêmes
Sean, etc., qui ont eux-mêmes posé un statement pour dire les gars, vous n'êtes pas avec nous, restez sur le côté. Vraiment, genre, vous n'êtes pas dans l'équipe en fait. Mais c'est juste qu'en fait, la musique elle a évolué, comme c'est la musique la plus écoutée, et qu'apparemment il y a 30% des lecteurs du RN en France, malheureusement, ça représente aussi ça. Tu vois, moi, pour un mec de ma génération à moi, c'est invraisemblable d'être même d'être de droite. Je peux trouver des limites là-dedans si t'es de droite libérale, tu vois, j'aime l'oseille, la réussite et tout, ok, bon. On est blanc aussi. Attends, non, mais même au-delà de ça, tu vois, non, parce que moi je te parle même du modèle libéral capitaliste américain, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, ok, passons. Mais pour moi, par contre, être d'extrême droite, tu vois, être raciste, identitaire et tout, machin, et écouter du rap, pour ma génération à moi, c'est impossible, tu vois. Ça n'existe même pas, en fait, c'est même pas concevable. Force est de constater qu'aujourd'hui les choses elles ont énormément évolué et qu'il y a dans le public rap tu vois des racistes, tu vois. En vrai, je vois beaucoup de gens s'interroger par rapport à ça, notamment je sais que Romain Garcin en parle beaucoup en story et tout ça pour l'instant, et c'est évidemment très important d'en parler et de le souligner, mais je suis pas vraiment étonné en fait de ça. Ça fait juste partie de la popisation du rap, quoi. Le rap est une musique ultra populaire. Quand c'est populaire, c'est écouté par tout le monde et donc écouté par les fachos. Oui, bien sûr, mais c'est horrible. Hein. Non, mais on est tous les deux d'accord pour dire que c'est pas une bonne nouvelle forcément, tu vois. Mais évidemment que c'est logique dans une logique démographique, dans une logique culturelle, ce que tu veux, machin et tout. Mais ça reste hautement improbable, tu vois. C'est débile. Quand on voit le fondement du truc. Mais après, tu vois, j'imagine aussi qu'il doit y avoir des vieux blancs qui écoutent du jazz et qui sont racistes, tu vois. Donc, tu vois. Et beaucoup même. Beaucoup, je viens de faire. Donc voilà, le blanc raciste, enfin le raciste en général d'ailleurs, n'en est pas à une incohérence près, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ça faisait quelques années qu'il y avait un petit fond un peu, tu vois, je vais pas citer d'artistes parce que vraiment, déjà c'est pas leur rendre hommage à eux, mais il y a certains publics de certains artistes déjà depuis un petit temps où je sentais qu'il y avait un petit fond, tu vois, bon, ok. Ouais. Et qui d'année en année s'est affiné, puis ça s'est révélé aujourd'hui. Voilà, et maintenant, tu sais, le jour où on fait cette interview, il y a le fameux morceau avec les 30 artistes. Là, je voulais en parler justement, en parler avec toi. Les guerres, y'a du monde pour les guider, vite, y'a personne pour les faire. Je peux me cramer pour mes idées libres, je peux me cramer pour mes frères. Le doigt en l'air pour les sistras, c'est news dans l'angle mort. Secoue ces tremblements, fuck le rassemblement. Qu'est-ce que tu penses de ça en fait? Bon, alors, je pense plein de choses différentes de ça. Bon, d'abord, je trouve que des artistes se mobilisent pour militer contre le seul extrême qui existe, c'est l'extrême droite. Je trouve ça une bonne chose. Oui. Voilà, ça déjà, c'est clair et net. Toute mobilisation artistique citoyenne est bonne à prendre pour lutter contre le racisme, contre la xénophobie et contre le Rassemblement national. Ça, c'est top. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça en France, qu'il y avait un repli un peu individualiste des artistes, déconnecté de la société, etc. Voilà. Ça, c'est ce que je pense de base. Après, mon avis sur le morceau en lui-même, je trouve le morceau assez inégal. C'est le principe d'un morceau sur lequel il y a 30 artistes. Je trouve ça regrettable qu'il n'y ait pas une seule artiste féminine sur le morceau aussi. C'est ça qui est une vraie dinguerie, je trouve aussi. Ouais, en vrai, pour moi, le vrai scandale, il est là. Il y a des paroles de certains artistes qui sont d'ailleurs, pour certains, des gens que j'apprécie, que j'ai trouvé un peu limite, tu vois. Et puis de nouveau, alors qu'il y a une occasion incroyable de dénoncer des choses concrètes, tu vois, de parler de racisme, de parler de violence policière, de parler d'inégalité sociale, de parler d'injustice de classe, etc. Et en fait, soit on est dans une bouillie un peu conspi, tu vois, qui moi m'emmerde perso, tu vois, honnêtement. Soit on est dans un truc où, tu vois, je sais pas, je pense au couplet de Z, le mec qui dit j'ai jamais voté, je sais pas pourquoi je suis sur ce morceau, tu vois. Je dis je sais pas, frère, tu aurais pu peut-être réfléchir à un truc. Alors que ce couplet est pas nul en plus, tu vois. Donc voilà. Il y avait RK aussi. Et puis le couplet RK n'est pas si nul en vrai. Et d'ailleurs, pour le coup, j'ai trouvé le couplet de Kershak mieux que celui d'Akhenaton. Tu vois. Donc là, toute personne qui a plus de 30 ans là, est en train de faire un AVC. Non, mais la bonne nouvelle de ce morceau, ça a prouvé que Kershak est un excellent rappeur. C'est le seul sur le morceau qui a fait la voter à gauche. Déjà, donc je trouve ça plutôt sain, tu vois. Mais voilà. C'est vrai que c'est assez fou. Mais en même temps, comme tu dis, c'est très important. Je pense que c'est des actions comme ça
qui peuvent. Elles vont pas aider. Moi, je pense honnêtement que ça va pas aider. Sert à rien, mais c'est très important. Non, mais attends, ça sert à rien. Attends, je m'explique. Il y a aucun électeur du Front National qui va écouter un couplet de RK et se dire oh putain, t'as raison, mec. En fait, j'adore les Arabes. Je vais voter pour Mélenchon tout de suite. Non, ça n'existe pas. Mais c'est ça, on est d'accord. Et surtout, mélanger des générations aussi, c'est quelque chose d'assez casse-gueule parce que les avis et la génération est totalement différente. On a déjà essayé de parler à nos darons, c'est plus compliqué, tu vois. Donc en vrai. En fait, je pense que c'est un morceau qui fait du bien parce qu'il existe. Maintenant, peut-être qu'il a peut-être été mal exécuté ou mal pensé. Peut-être qu'il aurait fallu le faire différemment. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je suis arrivé ici, je vous ai quitté 1 heure avant d'arriver là. On est le mardi 2 juillet. Déjà, CNews a découvert Al Capote. Donc déjà, je peux vous assurer qu'on est parti pour un tour de Grand 8. Accroche-toi, Jeannot, et le vent qui souffle. Parce que là, ça va être rigolo. Là, il y a toute la journée F2 Souche, Damien Rieu. Donc tous les FAF étaient en boucle à sortir des vieilles interviews d'Al Capote avec des propos évidemment atroces. Absolument atroces. Pour rappeler évidemment qu'Al Capote pense sans doute à mon avis 0,5% de ce qu'il dit, mais que malheureusement comme il a utilisé de la provocation à outrance et qu'il fait exprès d'aller sur des thèmes extrêmement touchy comme l'homophobie, l'antisémitisme, etc. Après, ma défense d'Al Capote s'arrête là. Oui, non, bien sûr. Ses propos et tout, je lui laisse ça. Mais voilà, donc je trouve ça super casse-gueule. Donc c'est un mélange de plein de choses. Et finalement, à l'arrivée, ça va. Mais je pense, ceci dit, pour être tout à fait honnête, que ce morceau va avoir assez peu d'impact dans un sens que dans l'autre. Bien sûr. Il va en fait simplement renforcer les convictions de chacun. Mais les fachos qui vont écouter le morceau vont pas être plus fachos. C'est ça qui fait peur. Et les antifascistes qui vont écouter le morceau vont pas être plus antifascistes. Donc, mais tu vois que justement que ça tourne sur des CNews, etc. Après par contre, pardon, après je t'ai terminé. Par contre, là où ça peut devenir relou, surtout dans l'entre-deux tours, c'est que moi je pense que ça va être. Donc ça c'est le sujet de la journée aujourd'hui. J'ai regardé tous les sites, toute l'actualité américaine, c'est le sujet de la journée. Si c'est encore le sujet de la journée demain, après-demain, ça peut devenir relou. Tu vois. Je précise juste qu'on enregistre ça le 2 juillet. Voilà, donc on enregistre ça le mardi 2 juillet et le second tour, donc la fin de la campagne est le vendredi 5 et le second tour est le dimanche 7 en France. Et juste, si par exemple, on va dire ce soir ou demain soir et tout, ça fait des sujets à France 2, à TF1, machin, etc., ça peut devenner relou. Clairement, tu vois, parce que ça peut cristalliser des tensions encore plus fortes, dire vous avez vu, ils ont c'est ça que je me dis en fait, c'est ça que je me dis. Et donc voilà, donc après il fallait sans doute pas, tu vas pas censurer un rappeur, sinon tu fais de la merde. Bien sûr. Je sais pas si c'est Fianso ou Corps qui a l'initiative du projet ou les deux, parce que je sais que Fianso est très proche de la Fondation Abbé Pierre. Faut quand même rappeler que les fonds les bénéfices de ce projet vont revenir à la Fondation Abbé Pierre. Et c'est un des gros points positifs. Bien sûr, évidemment, mais est-ce qu'on se tire pas un peu une balle dans le pied finalement en faisant ça? Je sais pas. Ça vient d'une autre question aussi, qui est un vrai sujet, et t'en diras ce que tu veux, mais où l'engagement dans le rap qui est un vrai sujet maintenant, on en parle évidemment beaucoup, qui a disparu en vrai du rap mainstream en tout cas. Pendant tout un temps, enfin qui a disparu, non, c'est mal à dire. Je parle vraiment de rap différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de te faire un morceau chiant de 8 minutes sans refrain, tu vois, ça peut s'exprimer différemment l'engagement. Mais tu vois, je parle notamment de Mehdi Maizi qui avait dit au départ, je défendais ça. Il disait il faut laisser les rappeurs et les rappeuses. Enfin, c'est pas leur rôle, tu vois. Et puis même, il y a beaucoup de rappeurs qui ont fait des phases là-dessus. Maintenant. Est-ce que c'est pas devenu une nécessité? Non, mais là, il y a urgence, là, c'est différent. Tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'en temps de paix, tu peux effectivement laisser les sportifs, les rappeurs et tout être ce qu'ils sont et leur foutre la paix et les laisser tranquilles. Là, il y a urgence. Mais pour autant, moi, je me trompe pas de combat. Tu vois, j'ai vu des gens harceler Aya Nakamura sur Twitter pour leur dire ouais, tu dis rien. Excuse-moi, mais si t'es suffisamment con pour avoir besoin d'une consigne de vote d'Aya, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour elle, vraiment, il y a un problème. Bien sûr. Surtout qu'elle est sujette à énormément d'insultes. Ouais, et puis en plus, mais laissez-la vivre, vraiment, c'est incroyable. Tu vois, maintenant, moi, je trouve ça super. Moi, je préférais qu'elle s'exprime, qu'elle dise des choses, et bien sûr, ça me viendrait jamais à l'esprit d'aller l'insulter ou d'aller la provoquer. Mais de la même façon que tu peux avoir des réactions super différentes, même au sein de l'équipe de France de football, il va y avoir un mec comme Jules Koundé qui va prendre une position très claire contre l'extrême droite. Comme Marcus Thuram aussi. Voilà, et puis il va y avoir le très très macroniste Mbappar qui va t'expliquer que les extrêmes et tout machin. Bon, bof, tu vois. Donc voilà, faut aussi voir comment tu t'exprimes et ce que tu dis. Et juste, moi par contre, je suis pas pour harceler les artistes en disant tu dis rien là-dessus, tu dis rien là-dessus. Non, moi non plus. Ou harceler les médias. Je sais que les gens aiment bien casser les couilles à Camino TV par exemple systématiquement là-dessus en disant tu prends position sur rien à part le cargo Uniqlo qui est à 39,99 €, tu vois. Mais bon, ok, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas envie d'en parler ou d'en parler différemment, j'en sais rien. Bien sûr. Même moi, par exemple, qui essaie de très peu parler de politique,
là, il y a un moment donné, comme tout est politique et que la société est politique, je peux pas me taire non plus, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et moi, ça va, heureusement, la plupart des gens qui me suivent sont plutôt, on va dire, des gens, on va dire, progressistes, tu vois, qui essaient d'être un peu en phase, en déconstruction par rapport à plein de trucs et tout, ou en construction sur d'autres choses. Mais donc, il n'y a pas grand. J'ai reçu des messages un peu relous, tu vois, mais ça a été, c'était pas un enfer, tu vois. Ouais, mais du coup, je prends juste le fait que le rap qui n'est pas sur des bases dénonciatrices, ça je vois partout et j'en ai marre de lire ça aussi. Ouais. Le rap n'est pas né sur des bases dénonciatrices, ça a été un penchant du rap très important évidemment, mais à la base le rap c'est le divertissement. Alors effectivement il y a eu deux courants. Enfin, mais de toute façon c'est même pas qu'ils sont de deux courants. Mais non mais bien sûr. L'évolution a fait que c'est important de le dire que parce que tout le monde dit mais c'est incroyable, c'est né là-dessus, c'est pas forcément né là-dessus. Non et puis juste un dernier truc là-dessus aussi, ça commence à me faire chier qu'on veuille tout reprocher aux rappeurs. C'est-à-dire que s'ils parlent, c'est pas bien. S'ils parlent pas, c'est pas bien non plus. Et d'ailleurs, il y a l'activiste Ferris Berkat qui en a très bien parlé dans une vidéo. Il explique en gros... vous chiez sur les Noirs et les Arabes pendant toute l'année, vous les accusez de tous les problèmes de société, et puis après vous allez venir leur demander de voter en disant attention, c'est important que tu te mobilises, tout. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Soit tu fais société avec les gens, tu les inclus dans la société, tu les respectes, et alors là on peut tous parler à égalité, mais tu vas pas en plus aller secouer les gens qui sont déjà les plus précarisés, les plus discriminés, pour leur dire ouais en plus tu dois aller voter mon pote. Tout à fait. Et les personnes qui harcèlent les artistes, etc. et les personnes médiatiques. Exactement. On sait pour qui. Voilà. Bien sûr. Non, mais ça témoigne aussi d'un certain penchant. On va terminer sur un thème un peu plus cool. La fête. La fête. Je veux évidemment parler, j'arrive plus à parler. Je veux évidemment parler de ta nouvelle activité, ta nouvelle que tu fais déjà depuis un petit temps quand même. 4 ans, plus ou moins 4-5 ans. Mais là, j'ai l'impression que ça a pris quand même un tournant assez ouf. Tu es de plus en plus booké que ça, donc tu es DJ. Tu parles du fait que t'entertaines beaucoup plus que de la technique, etc., d'être DJ. Comment tu vois ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te procure? Et est-ce que c'est ton nouveau taf? Parce que maintenant, quand je vais sur ton Insta, il est mis DJ. En dessous du média évidemment, mais est-ce que ça a pris une place énorme en fait? Ça prend une grande place déjà pour la bonne et simple raison que j'ai la chance d'être booké tous les week-ends à Bruxelles, en France, à Paris, un peu partout. Donc forcément, ça prend du temps. Ça prend de la place aussi parce que j'ai envie de lui donner de la place là, parce qu'à un moment donné, en fait, à la sortie du Covid, moi, j'avais envie de rencontrer, j'avais envie d'être en recontact avec les gens, tu vois, avec le public, avec mes amis, avec tout le monde et tout. Et c'est venu de là, c'est vraiment venu de là, quoi. Tu vois, j'avais commencé en 2018, ça a été mis en pause avec le Covid, et puis après, j'étais en mode genre, vas-y, en fait, moi, j'ai tout sauf envie de rester enfermé chez moi. J'ai envie de faire un truc qui est en contact avec le public. Ça faisait déjà des années que j'aimais bien passer des sons en soirée, que j'avais déjà organisé des soirées, des choses comme ça et tout. Et je me suis dit, vas-y, viens, on va le faire, tu vois. Je pense avoir un peu de goût, je pense pouvoir capter un peu, plus ou moins, assez facilement les ambiances selon l'endroit dans lequel je suis. J'ai pas d'ego non plus particulier là-dedans, donc c'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas me regarder quand je joue, tirer la gueule ou vouloir absolument mettre une sélection giga pointue parce qu'il faut trop que je me la raconte. Si je vois qu'on est dans une ambiance un peu populaire et que les gens ils veulent écouter du Jul, moi j'ai aucun problème à jouer ça me fait plaisir, j'aime ça aussi. Et puis ça évolue énormément, tu vois, maintenant je joue aussi beaucoup de musique afro, de musique caribéenne, ça me permet de voyager aussi à l'étranger. C'est dinguerie, ça. Ouais, non, franchement c'est cool, mais en vrai de vrai, à la base ça commence pas comme une blague, mais comme un truc de vas-y, j'aime bien jouer de la musique en soirée pour mes potes, je suis ce genre de connard qui prend le câble auxiliaire à l'époque pour mettre de la musique, tu vois. Puis petit à petit c'est devenu un truc un peu plus sérieux, et maintenant c'est sérieux dans le sens que c'est sérieux parce que c'est entre guillemets déjà un vrai métier et que c'est un métier qu'il faut respecter, mais moi je l'aborde toujours avec la même légèreté, tu vois, c'est-à-dire que pour moi c'est une super ride. À la base je m'étais dit peut-être je vais faire ça 1 an, j'en sais rien, on va voir, on va rigoler. Là maintenant ça fait 4-5 ans, ça continue à bien marcher, je fais de plus en plus de dates, je voyage de plus en plus grâce à la musique, et vraiment ça me procure énormément de plaisir, tu vois. Et en fait c'est aussi un ratio plaisir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce truc-là va commencer à me faire chier, ou alors que j'estimerais que je serai plus raccord avec mon public, ou que j'aurai plus l'oreille pour savoir ce que les gens ils veulent écouter, ou que tu vois que je serais... En fait, moi j'ai pas peur d'être ringard ou dépassé parce que je sais quels sont les signaux par rapport à ça, tu vois. Vraiment, c'est le seul skill que j'ai. C'est quoi les signaux? Je pense que les signaux, c'est quand tu
quand toi-même tu vas t'agacer du fait que les gens écoutent pas ta musique, par exemple, tu vois, en tant que DJ, je veux dire, si toi-même tu commences à te dire, putain, mais c'est des ouf et tout, le morceau est génial, ou alors putain, mais ils connaissent pas Boulby de Booba, c'est fou, tu vois. Genre, c'est vraiment. 46 ans, 47 ans. Il y a un petit signal comme ça. Si tu vas être réfractaire à toutes les nouveautés qui se passent, tu vois. Bien sûr. Si tu vas être énervé parce que t'as écouté 10 fois Bottega d'Eva Queen et que tu trouves que c'est pas bien, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Après, il faut pas non plus faire du jeunisme pour faire du jeunisme. Moi, c'est des morceaux que j'aime pas, je vais pas les jouer, tu vois. Non, bien sûr. Mais j'ai la chance d'avoir quand même des goûts assez diversifiés, de pouvoir, tu vois, me faire plaisir là-dedans. Et puis ouais, c'est du plaisir. En vrai, c'est du divertissement. Je te dis, moi, les années Covid étaient compliquées aussi pour moi, d'un point de vue personnel. Ça m'a vraiment fait chier. J'étais vraiment dans un état mental super compliqué. Et au sortir de ça, vraiment, je t'avoue que mon focus premier était vraiment le divertissement, le fait de partager des moments cool avec les gens, le fait de sortir, le fait de me déplacer. Enfin, sortir au sens me déplacer, aller voir des gens, rencontrer des gens, tu vois, faire la fête et tout. Tu vois. Et en plus, je suis même pas dans l'apologie spécialement d'un truc pour dire, ouais. Il faut picoler, il faut sortir, il faut aller en boîte et tout. Non, je m'en branle pas du tout. En plus, je suis plus dans un truc du style prenez du temps avec les gens que vous aimez bien, essayez de célébrer. Si vous avez un taf ou si vous êtes étudiant, si vous avez un patron, n'importe quoi, et essayez de vous rappeler la valeur que votre temps a et de qui vous êtes aussi, tu vois. Et pour moi, valoriser le temps libre qu'on a ou qu'on nous laisse, tu vois, sans vouloir faire le gauchiste non plus, c'est hyper important. Et peu importe que ça soit à travers des voyages, à travers une passion, à travers des sorties ou voir ses amis, je pense qu'il faut absolument valoriser le temps, notre temps libre, notre temps de divertissement, notre temps de culture. C'est un truc qu'il faut survaloriser, bien plus encore que le temps de travail. Le travail, c'est important. Évidemment, c'est une valeur que je respecte, c'est pas ça le problème. Mais je pense que le temps pour soi est encore plus important que le temps de travail. Oui, et il faut pas. Clip, alors là-dessus, musique, petite musique, clip de motivation. Pendant que tu parles. Oui, clip de motivation, TikTok, tac, une photo d'Oussama Mar ici, Yomi Denzel ici, tac, hop, et puis c'est bon. Là, c'est un million. C'est un million de vues, ou alors je sais pas, je connais pas mon travail. C'est la vérité. Voilà. Et ne passez pas votre temps à regarder des pots de peinture qui s'éclatent contre un escalier en marbre. Ou alors faites-le, mais seulement si dans la deuxième partie de l'écran il y a un truc intéressant. Ça peut marcher. Écoute. T'as très bien conclu ça, je trouve. Merci beaucoup d'avoir accepté. Est-ce que t'as kiffé ? Non, moi j'ai passé un super moment. Écoute, il n'y a rien que je préfère que de m'écouter parler, donc vraiment c'est super. J'avoue que c'est bizarre, je sais pas pourquoi j'ai demandé ce que t'as kiffé, c'est hyper bizarre de demander ça. Non, écoute, c'était très cool, c'est très sympathique. On a rarement l'occasion de se poser pour discuter de choses comme ça, à part autour d'un café, d'un diabolomante ou d'une bonne bière, bien sûr, à boire avec Modération, qui est un ami. Et donc voilà. Non, écoute, c'est très cool, j'adore. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'expérience. Je booste à fond ce genre de médias et tout. Donc voilà. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi, mon pote. Merci à Boap. On dit Boap, hein. Oui, tout à fait. Boap, tout simplement. Boap Média, les gars. Jusqu'à la mort, on vous aime fort. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Brouillon, ça continue. Ça sort moins que d'habitude. Donc maintenant, c'est un épisode par mois. En même temps, c'est filmé. En même temps, c'est avec des invités de renommée. Donc vous n'allez pas nous en vouloir. Et on est disponible partout sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok. Bisous. Bisous à tous. Hydratez-vous. Hydratez-vous avec de l'eau. Oui, de l'eau, bien sûr. Merci.